Ok, d'où on va commencer ces cours de l'année. Tout d'abord, bonjour à tous. Et c'est un plaisir de vous retrouver, certains d'entre vous, pour traiter cette année, je dirais, de l'aspect électrochimie. Et plus spécifiquement, on va parler des différents systèmes de batteries. Alors, dans le cadre de cette chaire de chimie du solide énergie, vous avez certainement deux composantes, que sont la chimie du solide, et pendant 3 années, je vous ai un peu mentionné les aspects synthèse, les aspects matériaux, et ainsi de suite. Et cette année, je voudrais tout simplement regarder l'aspect énergie. D'où je vais alterner et voir ce qui se passe au niveau d'énergie. Et la question, c'est pourquoi. Pourquoi? Eh bien, c'est que notre monde est en train de suivre une révolution, une mini-révolution au niveau énergétique. Mini-révolution, je dirais, dans le stockage et la conversion de l'énergie. Et cela à cause d'un foisonnement scientifique dont on aura le temps de voir le long de ces différents cours, mais également aussi dû à certains hommes d'affaires très visionnaires. Et d'ailleurs, celui que je souhaite représenter, c'est Elon Musk, qui, le 30 avril 2015, a annoncé finalement une autre famille de batteries, qui sont les batteries Tesla Powerball. Elon Musk est un omnibulé des coûts, et par une approche systémique, il prétend qu'il va pouvoir baisser les coûts du kilowattheure par un facteur 3 ou 4 dans les années 2020. Et tout cela, ça va tout simplement engendrer un changement des modèles économiques ainsi que dans la recherche dans ce domaine. La devise de cette personne, finalement, c'est d'essayer de promouvoir de l'énergie propre, en grosse quantité, à bas coût et à n'importe quel endroit. D'où, voyons un peu ce qui se passe maintenant au niveau des systèmes électrochimiques. Si on regarde les batteries et leur aspect économique, on est en train de parler d'un marché de 65 milliards en 2015, avec une croissance annuelle de 5% par an. Alors cela, bien sûr, on peut le représenter dans différents secteurs, des secteurs d'utilisation, où on voit que dans ce cas, eh bien, on a les batteries de démarrage, batteries de portable, et certains systèmes liés, bien sûr, aux véhicules électriques. Si on fait cette représentation en termes de technologie, bien là, il y a une chose intéressante qui apparaît, c'est finalement, on s'aperçoit qu'il y a 2 technologies qui apparaissent. Bien sûr, la technologie acide plomb dont vous connaissez tous, et qui est encore, comme on verra plus tard, la plus répandue, mais vous voyez que là, il y a bien sûr les technologies lithium en noir qui sont en train directement de s'implanter dans le marché des véhicules électriques et ainsi de suite. Si on fait maintenant ce qui se passe en termes d'énergie stockée, bien, au jour d'aujourd'hui, on peut stocker aux alentours de 430 gigawatts d'énergie électrochimique. Et si j'essaie de répartir une fois de plus en fonction des domaines des applications, bien, vous apercevez qu'en ce cas, on a 360 gigawatts dans le cas, une fois de plus, des batteries de traction, batteries de portable et surtout acide plomb. Le reste étant lié 70 gigawatts à toutes les autres technologies émergentes. Si je fais maintenant un zoom sur ces 70 gigawatts, vous apercevez que parmi toutes ces technologies, que sont le nickel-cadmium, le nickel-métal-hydrure ou le lithium-ion, vous apercevez définitivement que c'est le lithium-ion qui prend le devant et de loin, avec une croissance annuelle de 22%. D'où le message retenu à ce transparent, eh bien, c'est que finalement, la technologie au plomb ou la batterie au plomb est encore la plus utilisée, avec bien sûr une très forte croissance des technologies au lithium. Alors maintenant, eh bien, on est en 2015. Que se passe-t-il si on se projette dans les années 2020-2025? Eh bien, si on fait cela, on peut anticiper qu'il va falloir que finalement les technologies à ion lithium passent de 60 gigawatts à 210 gigawatts. Et bien sûr, quelle est l'origine finalement de ces demandes? Elles proviennent plus particulièrement du véhicule électrique, comme vous pouvez le voir ici. Alors la question qui se pose, quelles vont être les conséquences au niveau des matériaux? Mais si on regarde un accumulateur, comme vous le voyez ici, les accumulateurs lithium-ion dont on est en train de parler, vous avez ici ce camembert dans lequel on montre les différentes répartitions des matériaux d'électrodes, électrolytes, négatives, ainsi de suite. Ça veut dire directement qu'en quantité de matériaux, on devra penser de 61 000 tonnes à 236 000 tonnes dans le cas de l'électrolyte. On devra passer de 75 000 tonnes à 250 000 tonnes dans le cas, finalement,
de l'électrode négative. Et enfin, dans le cas de la cathode, du matériau d'électrode positive, et bien dans ce cas, on devra passer de 130 000 tonnes à 410 000 tonnes. D'où la question qui se pose, quelles vont être les conséquences sur des matériaux que l'on sait peu abondants, on y reviendra dessus, comme le lithium. Bien, si on fait de simples calculs, on va pouvoir s'apercevoir, alors je vous prends ce tableau ici, ne soyez pas effrayés par tous les chiffres, on va tout simplifier. Voilà directement les demandes totales en lithium, en gigawatts, 2015, 2020, 2025. Là, vous avez les calculs détaillés. Attirez votre attention sur cette dernière ligne. C'est-à-dire que dans ce cas, il nous faut environ de 0,20 grammes de lithium par wattheure. Donc si on fait un simple calcul, simple arithmétique, bien on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, on utilise 11 580 tonnes de lithium. En 2020, nous en faudra 23 400 et 35 073 en 2025. Donc voilà, si vous voulez, les chiffres, je dirais, pour les 10, 15, 20 ans à venir. Alors maintenant, si on fait un calcul différent, et rappelez-vous, je vous ai mentionné qu'avec 430 gigawatts d'énergie stockée, supposons que toute cette énergie stockée le soit en lithium. Bien, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il nous faudra 68 800 tonnes de lithium métal, je dirais, dans les années 2025. Vous verrez, on va revenir sur ces chiffres, dans lesquels vous mentionnerez finalement quelles sont les réserves en lithium estimées aujourd'hui. De tout ça, eh bien, ça ne peut être que des mesures incitatives pour le recyclage et les technologies alternatives. Et c'est la raison pour laquelle je vais maintenant voir les évolutions qui se passent dans ce domaine au niveau de la recherche sur les matériaux. Ce que je vous montre ici sur le tableau périodique, dans lequel j'ai mis en vert les éléments de la biomasse, c'est-à-dire les éléments qui sont abondants, qu'on peut recycler et ainsi de suite. Et en rouge, maintenant, je mets tout simplement les éléments qui sont utilisés aujourd'hui dans les accumulateurs. Et vous voyez que dans les recherches qu'on va voir par la suite, eh bien, il y a un effort énorme pour, bien sûr, concevoir des accumulateurs dans le cadre du développement durable. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de tendances dans notre recherche où on va voir finalement pas mal de recherches sur les composés polyoniques dans lesquels ces anions sont des matériaux relativement abondants. On a bien sûr un déplacement vers les composés du cobalt, nickel, vers des métaux 3D qui sont beaucoup plus abondants, comme le manganèse ou le fer. C'est la raison pour laquelle les technologies lithium-oxygène ou sodium-oxygène et soufre apparaissent, car là aussi ce sont des matériaux en quantité abondante. Et finalement, c'est là aussi toute la recherche qui a lieu, là dans le cas des composés alcalins, où on passe maintenant les alcalins, voire les alcalinotéreux, pour construire les accumulateurs de demain. D'où c'est un ce scénario que ce cours va être donné cette année. C'est la raison pour laquelle, eh bien, je vais tout simplement couvrir, dans les prochains cours, les différentes technologies dont je vous ai mentionné. Bien sûr, le lithium-ion, ce qui se passe, les dernières avancées. Ensuite, on passera au sodium-ion, une technologie qui est dérivée. On mentionnera les cations multivalents, c'est-à-dire les alcalinotéreux, magnésium et calcium. Et bien sûr, on traitera des recherches actuelles sur les technologies lithium-air, métal-air, ainsi que les technologies lithium-soufre. Mais pour que ce cours ait un sens, et je crois qu'il était aussi important de voir ce qui se passe au niveau des applications associées. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez des conférenciers durant ces cours qui vont directement traiter de certains domaines d'application. Vous aurez deux personnes, Bertrand Largy, et Didier Marginet, de Renault et Bolloré, qui viendront tout simplement vous donner des informations sur ce qui se passe dans leur domaine. Ensuite, en ce qui concerne le stockage de grille ou le stockage réseau, ce sera Yann Lahaute de Total et Stéphane Lascaux d'EDF qui viendront témoigner des efforts des batteries dans ce domaine. Mais enfin, un dénominateur commun à toutes ces recherches, c'est finalement les matériaux. Et je vous ai dit, les alcalins. C'est la raison pour laquelle, eh bien, ce premier cours va être dédié à l'abondance de ces alcalins, leur chimie, et ainsi de suite. Donc, je vous mentionnerai plus spécifiquement ces alcalins, et le conférencier vous mettra directement toute cette abondance des matériaux dans une perspective plus large vis-à-vis de toutes les énergies et tous les domaines reliés à l'énergie. Donc, par conséquent, ce premier cours, eh bien, il va directement être un cours dédié aux alcalins et aux alcalinotéreux. Ce que je voudrais faire, j'espère sans être trop rébarbatif, c'est finalement de vous donner
un peu des informations sur les alcalins, le lithium, le sodium, le potassium, leurs particularités, leur abondance comparative, les propriétés physico-chimiques et redox qui vont être essentielles dans le développement des accumulateurs, ainsi que les méthodes d'extraction, d'utilisation et, très important, les sels alcalins. Je suivrai le même scénario, mais beaucoup plus brièvement, pour présenter les alcalins terreux, où là aussi, j'accentuerai sur les propriétés physico-chimiques et leur utilisation. Et finalement, je terminerai sur la perspective du recyclage, quels sont les enjeux, quels sont les procédés de récupération, et peut-on parler de normes européennes dans ce domaine. D'où, commençons tout simplement par le cas des alcalins, ainsi que leur abondance. Vous voyez ici, j'ai mis les alcalins et les alcalino-terreux. Vous voyez que dans cela, vous avez le potassium, le calcium, le magnésium, le sodium, vous avez une très grande abondance, et là, le lithium, où vous avez, je dirais, un facteur 2000 en termes d'abondance qui est moindre que dans le cas des autres alcalins, alcalino-terreux. D'où, définitivement, le lithium va mériter d'être traité plus spécialement. Donc, si on regarde en première partie les alcalins, vous savez tous que c'est la colonne 1A du tableau périodique, dans laquelle vous avez lithium, sodium, et la particularité, c'est que dans ce cas, vous avez un seul électron sur les couches S de valence, alors que dans le cas des alcalino-terreux, eh bien, comme vous pouvez voir ici, on a tout simplement 2 électrons sur la couche de valence, ou la couche S. Et dans tout cela, eh bien, le lithium est l'élément le plus léger et qui a aussi le plus petit rayon atomique. D'où on va voir un peu quelles sont les propriétés de ces alcalins. Ici, je fais dans ce tableau un résumé de ces différentes propriétés dans lequel je compare ces différents éléments. Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le fait de la densité. Bien, ces éléments sont tous moins denses que l'eau. Vous avez les densités, 0,53 pour le lithium, 0,97, plus faible que la densité de l'eau. Deuxième point, je voudrais attirer sur le fait que ces alcalins, en raison du fait qu'ils ont un seul électron de valence, ils auront des liaisons métalliques relativement faibles. Raison pour laquelle leur point de fusion, ainsi que leur point d'ébullition, sera relativement bas, comme vous pouvez voir ici. Cependant, le lithium, en raison de ces fortes interactions, aura le point de fusion le plus élevé des alcalins. Et enfin, ce qui est important, c'est que finalement, dû à cette faiblesse de liaison métallique, eh bien, tous ces alcalins sont, je dirais, des métaux de faible dureté. Et vous avez ici, tout simplement, la façon dont on est en train de couper du sodium. Avec le potassium, ça serait pire, et ainsi de suite. D'où, voilà quelques spécificités. Une autre spécificité aussi provient tout simplement que, dans ce cas, les alcalins sont les éléments les moins électronégatifs, donc les plus facilement ionisables. Ils vont former des ions monostables, monovalents relativement stables, et c'est la raison pour laquelle, dans la nature, vous ne verrez jamais des alcalins, vous verrez tout simplement leurs ions qui vont se trouver directement sous forme de sel. Okay. Si on continue dans ces propriétés, eh bien on peut maintenant regarder, je dirais, l'enthalpie d'ionisation. Et vous savez que dans ce cas, lorsqu'on va directement passer du lithium au césium, eh bien cette enthalpie de ionisation, comme vous pouvez voir ici, va baisser. C'est-à-dire que dans ce cas, le césium aura l'enthalpie d'ionisation la plus faible, valeur qui tombe dans le domaine, je dirais, du visible. C'est pour la raison pour laquelle vous avez certaines cellules photoélectriques qui vont utiliser tout simplement du césium. Ensuite, un autre point important va être le fait que dans une flamme, si vous regardez la désexcitation des ions alcalins, eh bien, elles vont directement produire un rayonnement coloré qui va être spécifique de l'alcalin que vous avez étudié. Par exemple, dans le cas du lithium, vous allez avoir une flamme rouge. Dans le cas du sodium, une flamme orange, on y reviendra par la suite, potassium et ainsi de suite. Et ça, je dirais, c'est très très important, car c'est en raison de cela qu'on peut, par des mesures d'absorption atomique, doser des éléments dans des solutions. Et il n'y a pas seulement que les alcalins, vous avez les alcalino-terreux, et pas mal d'éléments vont avoir une coloration bien spécifique qui va servir à effectuer leur dosage, c'est-à-dire l'étude analytique et qualitative de ces différents métaux ou alcalins ou ions alcalins dans des solutions. Enfin, il y a également la réactivité, et la réactivité des alcalins, je dirais, elle est considérable. Au contact de l'eau, vous savez tous que le lithium réagit, le sodium et le potassium
va exploser ou prendre feu, comme le césium et le rubidium. Raison pour laquelle, chaque fois que vous allez travailler avec de tels métaux, vous allez directement, ils seront vendus dans des ampoules scellées ou alors insérés dans de l'huile. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'il faut savoir sur les spécificités ou les propriétés physico-chimiques de ces alcalins. Une dernière que je voudrais m'attarder est le potentiel. Si vous regardez ici le potentiel redox, eh bien vous apercevez que, au contraire du rayon ionique ou des rayons de covalence, eh bien, il n'y a pas une évolution continuelle. Mais on va essayer d'expliquer pourquoi ce potentiel de lithium est si spécial par rapport aux autres alcalins. Et pour ce faire, eh bien, je vais être obligé de revenir sur des bases, je dirais, de thermodynamique et de chimie, et rappeler certaines bases, et notamment me servir de la pile Daniel, que je vous montre ici. Cette pile Daniel, qu'on a vue dans le passé, eh bien, elle est constituée finalement de deux solutions de sulfate de cuivre dans laquelle on immerse une électrode de cuivre, et de l'autre côté, de zinc dans laquelle on a une électrode de zinc. Et vous avez un pont salé. Lorsque vous allez connecter le circuit, selon la loi de Nernst, vous allez avoir ces réactions chimiques qui vont se produire, et vous allez avoir un delta E de 1,10 volts en milieu aqueux. Maintenant, on va faire la même réaction, mais pas en milieu aqueux, à l'état gazeux. Si vous faites à l'état gazeux, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que maintenant, mon delta G, qui est relié bien sûr à mon potentiel, n'est plus de 1,10, mais de 1,40 volts. Vous voyez tout simplement que le fait d'opérer en milieu aqueux, eh bien, peut impacter fortement le potentiel de la cellule. Et on va voir comment. Alors effectivement, si je reviens maintenant, et si je compare ces différents métaux alcalins, le lithium, sodium, potassium, et si je mets l'énergie d'ionisation, vous voyez que l'énergie d'ionisation est la plus importante pour le lithium. Ok? D'où automatiquement, le lithium devrait être le moins réducteur. Vous regardez ici, eh bien, on s'aperçoit que le lithium est le plus réducteur. D'où pourquoi? Eh bien, pour cela, on va tout simplement revenir sur la thermodynamique et regarder finalement le cycle de Born-Haber. Et ici, j'ai tout simplement le lithium à l'état solide et passé à l'état monovalent à milieu aqueux. Et j'ai un delta G0. Eh bien, si je fais le cycle Born-Haber, je vais avoir ces trois étapes dans laquelle je vais avoir une énergie de sublimation, delta G0S, une énergie d'ionisation, delta G0I, et une énergie d'hydratation. Et la somme, bien sûr, va être égale à delta G0 total, qui va pouvoir vous donner le potentiel. Si je regarde maintenant comment ces énergies vont varier au fur et à mesure qu'on passe du lithium, sodium, potassium, ainsi de suite. Vous voyez ici, dans le cas où j'ai tout simplement l'énergie de sublimation, je vois qu'une augmentation de l'énergie, continuelle, je dirais, rien de spécial. La même chose dans le cas de l'énergie d'ionisation. Par contre, regardez ici, si maintenant je regarde l'énergie d'hydratation, notez tout d'abord, très important, qu'elle est exothermique et qu'elle est très négative dans le cas du lithium. Donc par conséquent, si maintenant je fais l'énergie de solvatation, qui est fortement exothermique, et si je fais la somme de ces énergies, bien vous apercevez que dans ce cas, eh bien, si le lithium a un potentiel si élevé, ça provient tout simplement de son énergie d'hydratation qui est si exothermique par rapport aux autres éléments. D'où on a delta G0 égale moins NF delta E0, et on peut en déduire tout simplement le potentiel de 3,04 volts. Alors on peut appliquer ces règles à tous les alcalins, et c'est ce que je vais faire dans le transparent suivant, où ici je vous trace le potentiel redox en fonction de la variation d'énergie libre. C'est-à-dire c'est la relation finalement delta G égale N delta F. Et vous voyez quand tous ces éléments tombent sur la même droite. La même pente, qui est la pente directement de Faraday, et je peux également mettre sur cette courbe maintenant les alcalinotéreux. Et vous voyez que le cas du calcium, le cas du magnésium, avec le magnésium qui a un potentiel beaucoup plus faible, qui est beaucoup moins réducteur que le calcium, et on y reviendra par la suite. Donc tout cela pour vous dire, eh bien, qu'en raison de la forte énergie de solvatation, d'où l'importance du milieu aqueux, eh bien, le lithium est aussi réducteur que le césium, malgré que le césium est tout simplement l'énergie d'ionisation la plus faible. Et de la même façon, on peut voir que s'il n'y avait pas ce problème de solvatation, eh bien, le sodium serait plus réducteur que le lithium de 0,68 volts. Et ça, c'est vraiment important pour tous ceux qui font de la chimie, qui travaillent sur les accumulateurs. Lorsqu'on aura à étudier ces couples, eh bien, savoir ces potentiels redox en fonction du solvant est critique
pour, je dirais, l'établissement de ces accumulateurs. Donc voilà, si vous voulez, certaines choses importantes qui seront utiles dans le cours pour le concept des accumulateurs. Ensuite, on peut voir, notamment au niveau des rayons, et voir ce qui se passe si on compare les rayons ioniques, les rayons de covalence et les rayons des espèces hydratées. Dans le cas des rayons, je dirais, métalliques ou de covalence, voire ioniques, que ce soit un site tétrahydrique ou un site octahydrique, eh bien, dans ce cas, vous voyez directement une augmentation continuelle. Okay. Et bien sûr, je tiens à préciser que dans le cas des systèmes avec des ions hydratés et ainsi de suite, en raison de leur structure électronique, c'est-à-dire l'absence d'électrons célibataires, eh bien, tous ces sels seront tout simplement incolores. Maintenant, je vais m'attarder sur l'ion hydraté. Et vous voyez qu'en ce cas, là aussi, j'ai une tendance qui est différente. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, une fois de plus, que le fort caractère exothermique de l'hydratation que l'on peut attribuer à la petite taille du lithium, eh bien, dans ce cas, va également influencer sa forte, je dirais, polarisation et capacité à piéger les molécules d'eau. Et la raison pour laquelle il y aura possibilité de former des entités lithium H2ON+, dans laquelle on va pouvoir définir un rayon hydrodynamique qui est finalement l'ion plus sa carapace de molécules d'eau. Et vous voyez qu'en ce cas, mais ce rayon hydrodynamique, c'est-à-dire le rayon de l'ion hydraté, eh bien, va diminuer au fur et à mesure que je vais aller directement du lithium au sodium, et ainsi de suite. Et ça a bien sûr aussi des conséquences très importantes lorsqu'on va regarder des électrolytes et voir des méthodes de migration, et ainsi de suite. Et enfin, ce qui est important, c'est que dans le cas de tous ces sels, en raison d'une forte réactivité, certains d'entre eux ont des propriétés de sels déliquescents. Ça veut dire qu'en ce cas, c'est tout simplement des sels qui, à l'air, peuvent devenir liquides et peuvent recristalliser sous forme d'hydrate, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, quelques notions sur ces rayons d'ions en milieu solvaté ou dans différents solvants. Voyons maintenant les problèmes de solubilité de ces différents sels dans des systèmes, je dirais, anhydres, comme indiqué ici. Ou dans ce cas, eh bien, je vais regarder la liaison MX, où X, bien sûr, va être l'anion. Et dans ce cas, là aussi, vous allez voir que le lithium, en raison de sa petite taille, va pouvoir conduire à des énergies de Magdaloun relativement élevées. D'où, par conséquent, des espèces ou des sels qui seront moins solubles dans l'eau qu'avec d'autres alcalins. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez sur ce graphe ici, j'ai tout simplement la famille des fluors, la famille des carbonates, des phosphates et des hydroxydes. Et vous voyez qu'en chacun des cas, eh bien, c'est le lithium ou les composés du lithium qui sont tout simplement les moins solubles. Alors tout ça, on peut le regarder en jouant effectivement sur l'affinité forte, je dirais, des ions lithium, mais on peut très bien l'expliquer par la théorie de Pearson, la théorie qui est basée tout simplement sur acide-base mou et dur. Vous voyez qu'en ce cas, le lithium est un acide directement de Lewis qui est très fort. Avec le fluor, on aura dans ce cas, je dirais, un sel qu'on ne pourra pas solubiliser. Par contre, si on remplace le lithium par maintenant un acide Lewis beaucoup plus faible comme le potassium, ça pourra partir en solution. Et vice-versa, on peut faire le même jeu avec la base de Lewis, qui est soit le fluor, qui est une base de Lewis forte, comparé à une base faible, qui est tout simplement Cl. Donc voilà, si vous voulez, c'est égal d'importance sur cette solubilité. Et enfin, il y a encore un autre point que je voudrais partager avec vous, qui est assez étonnant, sur la solubilité de ces sels. En effet, parmi tous ces sels, eh bien, si je prends deux sels que vous connaissez très bien, le carbonate de lithium et le carbonate de sodium, eh bien, si vous voulez dissoudre du carbonate de sodium, et généralement, ce que l'on croit naïvement, si on veut dissoudre un sel, on peut penser que si on augmente la température, eh bien, on va augmenter la solubilité. Eh bien, l'histoire est totalement différente. Si vous prenez directement le carbonate de lithium, vous avez l'opposé. Pourquoi on a cet opposé? Eh bien, pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que dans ce cas, dans le cas de ce sel, eh bien, l'énergie de solvatation est tellement exothermique que son énergie de dissolution est également exothermique. D'où par conséquent, lorsqu'on va baisser la température, d'après le principe de Châtelier, eh bien, la réaction va passer en sens inverse. C'est-à-dire que si on abaisse la température, le système veut revenir à l'équilibre et va directement évoluer dans son sens exothermique. D'où la raison pour laquelle il faudra abaisser la température pour favoriser la dissolution de lithium carbonate. Et ce n'est pas bon pour le lithium carbonate, vous avez également HF et ainsi de suite, ça marche de la même façon. Et tout ça,
eh bien, je dirais, c'est important, comme on le verra par la suite, car ce sera, je dirais, des astuces qu'on va utiliser en chimie de solution lorsqu'on va vouloir recycler les carbonates, que ce soit le sodium ou le lithium. Eh bien, dans ce cas, on va séparer le carbonate de lithium ou du carbonate de sodium par un simple effet de solubilité en fonction de la température. Vous abaissez la température, vous allez directement, dans ce cas, je dirais, solubiliser le carbonate de lithium. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous raconter sur ces différentes spécificités associées au lithium. Alors, pour être plus général, il y a encore certains aspects qui vont différencier le lithium ou les sels de lithium des sels de sodium, de potassium, qui sont indiqués ici. C'est-à-dire que lors du chauffage, eh bien, LiOH et lithium de CO3 vont libérer de l'eau du CO2, ce qui n'est pas du tout le cas pour des autres, je dirais, sels, que ce soit les sels de carbonate de sodium ou de carbonate de potassium. Dans le cas du chauffage de LiNO3, eh on va obtenir Li2O avec le lithium, alors qu'on va obtenir des nitrites dans le cas du potassium et du sodium. Le lithium réagit avec l'azote pour former un nitrure, ce que ne font pas directement les autres cations. Et enfin, sous chauffage, sous air, lithium produit lithium 2O, alors qu'avec des autres alcalins, vous allez avoir des peroxydes, voire des superoxydes. Et enfin, le lithium réagit directement dans le carbone, on le sait très bien dans les électronégatifs, pour former des carbures ioniques, lithium 2, Ce2. Ce qui ne se fait pas avec d'autres alcalins que sont le sodium ou le potassium. Donc si vous voulez, voilà à peu près ce que je voulais vous raconter, vous décrire sur les propriétés physico-chimiques du lithium. Voyons maintenant comment le lithium finalement a été découvert. Et vous allez voir que dans ce cas, bien je dirais c'est une découverte internationale, puisque tout a commencé, je dirais, grâce à un jeune étudiant brésilien qui faisait des études en minéralogie, qui s'appelait José Bonifacio d'André Silva, qui, je dirais, lors de sa thèse, eh bien, parcourait de nombreux laboratoires en Europe. Et un jour, bien, visitant une mine de fer sur une île Uto, je dirais, en Suède, eh bien, il a découvert un autre minerai qu'il a appelé la pétalite. Et, fort de ses collaborations avec différents laboratoires, il a envoyé ce minerai à différents laboratoires, dont au laboratoire de Jacob Berzelius en Suisse. Et c'est en 1817 que cet étudiant, Johann August Alfredson, déclara que cette pétalite contenait un nouvel élément que Berzelius, directement, baptisa le lithium. Ainsi, le lithium devenait le troisième alcalin, après le sodium et le potassium, à être découvert. Alors, pour isoler cet élément, eh bien, c'est un Anglais, Humphrey Davy, vous allez voir, par une méthode électrolytique qui a été capable de préparer des quantités minuscules de lithium. Vous allez voir cette personne, par électrolyse, il a préparé tous les alcalins et tous les alcalino-terreux. Il a préparé, je dirais, par électrolyse de lithium 2O, et en 1855, Butsen et Mathiessen ont, dans ce cas, déterminé et mis au point une méthode de synthèse par électrolyse, comme vous pouvez le voir ici, dans classique, par les sels fondus à 600 degrés. Et ce n'est que plus tard, en 1923, vous voyez, 120 ans après, que la préparation ou la fabrication du lithium est devenue un procédé industriel par une compagnie allemande qui a travaillé sur un brevet qui a été déposé par un Français, Nicolas Günz, qui, dans ce cas, utilise également une technique, mais à une température de 300 degrés plutôt que 600 degrés C. D'où voilà, si vous voulez, la découverte directement du lithium métallique. Mais bien sûr, le lithium, comme je vous l'ai dit, réagit avec l'air, avec l'eau, et ce n'est pas un métal natif. Il n'existe pas dans la nature. D'où sous quelle forme trouvons-nous le lithium dans la nature? Bien, il va y avoir deux formes, voire trois. Il va y avoir d'abord les salars. Et les salars sont les salars que nous avons montrés ici, c'est-à-dire c'est presque des lacs secs, du Chili ou de la Bolivie, dans laquelle vous avez de fortes concentrations en sels de lithium, généralement des chlorures. Et dans ce cas, on a je dirais des pourcentages de 15% en poids. Et ensuite, vous avez tous les minerais, dont mentionnés ici, dont la pétalite, vous voyez, le spodumène, et d'autres qui sont mentionnés ici. Et dans ce cas, eh bien, on a des concentrations de 0,5 à 2% en poids. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, dans le cas de ces minerais, plus riches en lithium, par contre, le procédé d'extraction est laborieuse et onéreuse. En revanche, si vous voulez récupérer le lithium à partir des salars, eh bien, dans ce cas, je dirais, les procédés sont des procédés relativement simples, dont j'ai mentionné ici les différentes étapes. Vous avez une eau salée qui contient LiCl,
Il suffit de la pomper hors des lacs, de la concentrer par évaporation, et ensuite un traitement par du carbonate de sodium vous permet d'obtenir ce litre de CO3. Et la réaction est une réaction de métathèse, comme vous pouvez voir ici. Vous prenez LiCl plus Na de CO3, vous obtenez lithium de CO3. On peut également prendre un sulfate, on reviendra sur ce procédé par la suite, dans lequel, dans ce cas, on fait une réaction de métathèse entre lithium de SO4 et Na de CO3. Et bien sûr, d'un point de vue métallique, on l'obtient par électrolyse et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment les réserves, je dirais, conséquentes en lithium. Il y a d'autres réserves qui sont souvent mentionnées, mais qui sont, je dirais, peu exploitables, car elles contiennent de très faibles quantités. Et notamment, c'est tout le lithium qu'on a dans l'eau de mer. Vous voyez, dans ce cas, on est en train de parler de 0,18 ppm. Okay. Il y a même des eaux thermales, notamment vous avez directement la station thermale de Santenay, qui contient directement des sources de lithium à faible concentration. On peut également mettre du lithium dans des bouteilles, dans des eaux naturelles. Et ça, on peut vendre ça pour les bienfaits que ça puisse faire à l'être humain. Vous allez être surpris que tout ça a été développé fortement aux États-Unis dans les années 1930. Dans les années 1930, eh bien, aux États-Unis, on a même poussé, je dirais, cette pratique en ayant tout le caractère publicitaire pour les bienfaits que pouvait faire le lithium. Et c'est là, finalement, que 7-Up est apparu. Et vous aviez un nouveau 7-Up en 1931 qui était fortement, qui contenait fortement du citrate de lithium. Et tout ça, bien sûr, on vantait les bienfaits au niveau médicaux, et ainsi de suite. Mais tout cela a été abandonné en 1950, car le lithium a certainement de bons effets, mais il a, je dirais, des contre-effets que sont les étourdissements, les nausées, les problèmes de thyroïde, et ainsi de suite. Et même certains vont à dire que finalement, 7-Up, le nom 7-Up, provient tout simplement du lithium, dont la masse est 6,941. D'où, vous le montez, et vous avez du 7-Up. D'où voilà, si vous voulez un peu, des fois c'est intéressant de faire des cours, de revenir dans l'histoire, pour voir ce qui s'est passé. D'où, voilà décrit un peu ces différentes sources. Maintenant, venons-en à la répartition du lithium dans le monde. Et là aussi, il y a de cela 5, 6 ans ou 7 ans, il y a eu beaucoup, je dirais, de discussions sur finalement les aspects géopolitiques concernant le lithium. Et je dirais que depuis ces 7 ou 8 dernières années, dû aux fortes demandes, eh bien, vous pouvez voir ici, la répartition du lithium est en train directement d'aller sur tous les continents. Vous voyez qu'au départ, tout était plus ou moins localisé en Amérique du Sud. Vous en trouvez maintenant en Amérique du Nord, vous en trouvez en Asie, et ainsi de suite. Et vous avez ici les pourcentages qui sont rapportés, avec bien sûr le Chili et l'Argentine qui sont les plus grands producteurs, mais d'autres bien derrière. D'où, aujourd'hui, une étude effectuée par le département scientifique géologie des États-Unis, UCGS, eh bien, a identifié les réserves en lithium supérieures à 40 millions de tonnes. J'espère que tu auras ces chiffres. Et vous voyez que dans ce cas, en 2015, on était à 11 000 tonnes, et en 2025, on sera à 35 000 tonnes. D'où tout ça pour montrer que du lithium, eh bien, il y a encore des réserves, et on verra l'alternative par la suite. Alors maintenant, si on passe au niveau finalement de l'utilisation du lithium, eh bien, on l'utilise bien sûr pour les batteries, mais on l'utilise également très fortement dans tout ce qui est de ce que sont les verres et les céramiques, où dans ce cas, eh bien, on va tout simplement abaisser la viscosité et les températures de fusion des différents verres. On l'utilise beaucoup dans le lubrifiant, comme agent épaississant, et également dans l'aviation comme alliage de faible densité. Donc voilà, si vous voulez, les différents secteurs d'utilisation. Au niveau des produits chimiques, eh bien, le lithium, à 40%, va être utilisé sous forme de carbonate, sous forme d'hydroxylithium. Il va y avoir sur des formes directement de minerais, N-butylithium ou butylithium, et différentes sortes de chlorures, chlorure de lithium, bromure de lithium, et ainsi de suite. Et enfin, il y a une utilisation dont vous savez tous, certainement, qui est l'utilisation, pas du lithium lui-même, mais de son isotope lithium-6, pour fabriquer le tritium, et c'est ce qui est utilisé en 1950 pour fabriquer des bombes H. Dans le projet ITER, qui est le projet de thermofusion nucléaire, eh bien là aussi, il y a, si ce projet réussit, il y aura directement des demandes en lithium pour préparer le tritium selon la réaction neutronique que vous avez mentionnée ici. Donc voilà, si vous voulez, un peu un aperçu de tout ce qui se passe au niveau du lithium. Je pense que je n'en dirai pas plus sur le lithium, et je vais maintenant tout simplement passer aux deux autres alcalins que sont le sodium et le potassium, et être bien sûr plus bref pour décrire leurs propriétés. Alors si je pense à ces alcalins, eh bien, le sodium et le potassium ont tous
été préparé à l'état pur par électrolyse, par de nouveau Humphrey David. Excusez-moi, il n'y a pas de E ici. Alors ce qui est intéressant, et là aussi, si vous allez dans l'histoire, dans la littérature, et voir ce qui se passe, eh bien voilà directement comment, pour un électrolyseur, bien sûr, il vous faut du courant. À l'époque, ce courant a été produit par une pile Volta. Eh bien ici, vous êtes en train de regarder une pile Volta qui est à l'Institut Royal de Londres pour votre idée, une pile qui fait 83 mètres carrés. Donc voilà directement, à l'époque, ils savaient déjà directement faire des piles et assembler, je dirais, différents secteurs, comme indiqué ici. D'où on peut effectivement, dans ce cas, par électrolyse en sel fondu, obtenir du potassium métallique. Et si je compare maintenant l'abondance du sodium et du potassium par rapport au lithium, bien vous voyez qu'au niveau des éléments, l'abondance, le lithium est au niveau 32, alors que le sodium est 6e et le potassium 8e. Si vous avez ici les valeurs dans la contenu de la couche terrestre, vous voyez relativement faible dans le cas du lithium, gigantesque dans le cas du sodium et du potassium, et également dans l'eau de mer. Et finalement, ces éléments, comme le calcium, comme le potassium et le sodium, vont jouer un rôle, je dirais, très important dans le corps humain, dans l'être humain, et je vous mentionnerai juste cela dans un transparent. Donc voilà, si vous voulez, l'abondance de ces différents éléments alcalins. De nouveau, ils existent comme le lithium, pas à l'état natif, mais sous forme de roche, et on va voir que là aussi, eh bien, je pourrais faire toute une liste. Je vous ai mis ici différents minerais, qui sont des minerais de sodium, vous avez des silicates, vous avez des chlorures, avec le sel de gemme, des carbonates, et ainsi de suite. Je peux également faire la même chose dans le cadre directement des minéraux, le potassium, où là aussi, vous avez des silicates, KCl, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'ils existent aussi sous la forme de nitrate, d'hydroxyde, de carbonate, avec, comme chaque fois, la formule chimique, comme indiqué ici, le nom scientifique, et bien sûr, le nom d'utilisation. C'est la raison pour laquelle le salpêtre est un nitrate au potassium, ou alors, ce que vous utilisez souvent lorsqu'on avez des maux de tête, le bicarbonate de soude est un hydrogène-carbonate de sodium. Okay? Donc, si vous faites une partie, il vaut mieux que vous ayez un peu de bicarbonate pour les temps difficiles. Donc voilà, si vous voulez, comment on peut utiliser ces différents types de minerais. Ensuite, au niveau des fabrications, alors là, si je vous ai mentionné ça pour voir faire le contraste entre le lithium et le sodium, vous voyez ici la soude, on est en train de parler de 30 millions de tonnes, qui peut s'obtenir par électrolyse du chlorure de sodium par des bois chimiques. Le carbonate de sodium, 25 millions de tonnes. Et là, il y a deux procédés. Un procédé Leblanc qui consiste à directement utiliser NaCl avec l'acide sulfurique, qui était un des premiers procédés, mais qui a été abandonné pour des raisons de développement durable, où dans ce cas, eh bien, on générait du HCl plus du sulfure de calcium, et qui a été remplacé par le procédé Solvay, qui est un procédé, je dirais, maintenant utilisé par tous pour produire. Et on a également, comme vous pouvez voir ici, du bicarbonate, dans ce cas, qui est produit à 45 millions de tonnes, c'est-à-dire qu'il y a 1450 kg de bicarbonate qui est produit par seconde dans le monde. Vous voyez directement l'abondance de ces différents éléments. Si je passe dans le cas du potassium, eh bien, c'est exactement la même chose. On a ici des quantités, je dirais, gigantesques, où on est en train de parler de 100 milliards de tonnes et un besoin annuel de 10 millions de tonnes, d'où dans ce cas, si vous faites un simple calcul, on en a encore pour 10 000 ans. Tout ça, eh bien, ça a des applications, je dirais, gigantesques dans de nombreux domaines, la verrerie, les ciments, les céramiques, les savons, et ainsi de suite. Je voudrais juste m'attarder sur le cas du sodium métallique, car il est assez intéressant, où dans ce cas, eh bien, il est produit 100 000 tonnes par an par électrolyse. Et le sodium, je dirais, a des propriétés relativement particulières, car il a sa viscosité, qu'on le mentionne ici, sa conductivité thermique, mais surtout, il est à son état liquide à 800 degrés C. Ce qui fait que ça fait un fluide caloporteur qui peut être utilisé dans les centrales nucléaires. Et d'ailleurs, la centrale Superphénix, comme vous pouvez voir ici, utilisait du sodium métallique comme fluide caloporteur. Le sodium est également utilisé par des lampes à vapeur de sodium. Quand vous voyez des tunnels avec des colorations orange, ça veut dire qu'en ce cas, on a tout simplement fait des lampes à vapeur de sodium. Rappelez-vous, la flamme orange du sodium dont je vous ai mentionné au départ. Donc voilà, si vous voulez, au niveau des applications. Et enfin, je voudrais mentionner, au niveau du corps humain, l'importance du sodium, je dirais même l'importance capitale du sodium et du potassium. On le trouve
dans les différentes parts de votre organisme, dans le sang, dans les os, dans le tissu, avec des quantités, je dirais, considérables, c'est-à-dire pour, je dirais, un corps humain de 70 kg, eh bien, on a aux alentours de 100 grammes de sodium, voire 100 grammes de potassium également, dans le corps humain. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, parce que ces métaux sont essentiels, comme vous pouvez voir ici, dans tout ce que j'appellerais la machinerie membranaire. C'est-à-dire que dans ce cas, si je prends la cellule membranaire, eh bien, vous avez des ions sodium et des ions potassium à l'intérieur et à l'extérieur. Et lorsque, directement, la membrane est au repos, eh bien, dans ce cas, vous avez directement une énergie qui est consommée par la cellule pour maintenir une polarisation entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule de 70 mV. Et ce n'est que via un stimulus qu'on a dans ce cas, on peut générer l'influx nerveux et qu'on va revenir directement au potentiel zéro. Il y a une dépolarisation. Et tout cela pour montrer l'importance capitale de cet équilibre sodium-potassium pour l'influx nerveux et le contrôle de l'influx nerveux. D'où voilà, si vous voulez, toutes ces applications. D'où avec ça, eh bien, je crois que je terminerai complètement maintenant les alcalins et il me reste les alcalinotéreux. Bon, vous ne faites pas trop de soucis, je vais faire ça relativement rapide et vous montrer là aussi quels sont ces alcalinotéreux et d'où ça vient. Alors ces alcalinotéreux, eh bien, vous savez maintenant, c'est directement la colonne 2A que j'ai mentionnée avec 2 électrons. Alors tout d'abord, alcalinotéreux. D'où vient le mot et pourquoi? Eh bien, tout simplement, si vous regardez alcalinotéreux, vous avez d'abord le mot terre, et ça provient directement des produits de décomposition thermique, des carbonates de calcium et magnésium, qui donnent à haute température CaO, qui est la chaux vive, et MgO, qui est la magnésie. Et tout cela a été appelé par les anciens terre. Ensuite, si maintenant vous mettiez ces terres, vous mélangez ces terres avec de l'eau, eh bien, les anciens sont aperçus qu'ils obtenaient une solution basique due à la formation d'hydroxyde, d'où le mot alcalin. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on appelle métaux alcalinotéreux. Si on regarde maintenant les propriétés de ces métaux, eh bien, on voit d'abord leur abondance, qui est considérable, ce qui ne vous surprend pas parce que je l'ai déjà montré auparavant, mais on a également des points de fusion qui, dans ce cas, sont plus élevés. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a des liaisons métalliques relativement plus fortes, dû au fait qu'on a 2 électrons dans, je dirais, cette couche 2s. D'où, ils vont être, je dirais, plus métalliques et moins réactifs, comme on le verra par la suite, avec l'humidité, l'air, pour le magnésium, ce qui ne sera pas complètement le cas pour le calcium. Alors pourquoi je vais aller plus vite, finalement, pour traiter ces alcalinotéreux? Eh bien, vous allez voir que si on connaît le tableau périodique, eh bien, si on regarde la réactivité de ces différents alcalins ou alcalinotéreux, eh bien, on peut s'y retrouver rapidement. Et en effet, je vais introduire ici une règle qui est relativement simple, la règle de la diagonale. Et je dis souvent qu'il faut savoir lire dans le tableau périodique. Et si vous regardez ce tableau périodique, eh bien, on s'aperçoit que si je prends par exemple le rayon atomique, eh bien, je vais toujours directement avoir une diminution lorsque je vais de la gauche vers la droite et également du bas vers le haut. Vous voyez qu'en chaque cas, que ce soit le rayon atomique, l'énergisation ou l'électronégativité, eh bien, on va toujours se déplacer en sens inverse. Ce qui fait que si je vais sur la diagonale, eh bien, j'ai une compensation. D'où par conséquent, eh bien, si je vais sur la diagonale, les éléments peuvent avoir des caractéristiques, je dirais, proches en termes de rayons, d'électronégativité et d'ionisation. Et en effet, si je prends maintenant le cas des éléments que je suis en train de traiter, vous voyez que si je prends le cas du lithium-magnésium, je me déplace là, regardez ici le rayon de covalence, je passe de 134 à, si je vois bien ici, 130, et si je prends le rayon ionique, de 90 à 86. D'où vous voyez directement que lorsque je vais directement me déplacer dans le cas de la diagonale, eh bien je vais pouvoir appliquer mes règles de réactivité aux différents éléments. Et c'est la raison pour laquelle le lithium et le magnésium, eh bien, vont avoir des réactivités, je dirais, pratiquement identiques. Bien sûr, à quelques exceptions. En effet, comme le lithium et le magnésium réagissent avec l'oxygène pour former MgO et non pas des peroxydes, comme le font le calcium ou le baryon. Par contre, bien sûr, il va y avoir l'effet de polarisabilité dû au fait que le magnésium a un divalent. Eh bien, cela va avoir des implications importantes qu'il faut que l'on sache sur la solubilité des sels qui vont en résoudre et qui seront essentielles, une fois de plus, lorsqu'on regardera les accumulateurs. D'où là aussi, rappelez-vous de cette règle de la diagonale qui nous permet, finalement, d'avoir des informations assez utiles au niveau de la réactivité des différentes espèces. Alors, si on va dans le cas de magnésium et le cas du calcium,
eh bien, là aussi, on ne trouve pas ces éléments à l'état naturel. On va les trouver, je dirais, au niveau des minerais. Et vous avez ici les différents minerais avec des couleurs magnifiques, des carbonates, des hydrates, des silicates, et ainsi de suite. Je ne vais pas les nommer. On peut aller directement dans le cas du calcium, et vous allez voir tous ces minerais, encore une fois de plus. Bon, je voudrais juste, pour la petite histoire, m'attarder sur les apatites et sur l'hydroxyapatite. L'hydroxyapatite, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le matériau qui constitue directement l'émail de vos dents. Et vous voyez qu'en ce matériau, eh bien, je peux avoir soit dans l'hydroxyde, soit du fluor. Et lorsque vous nettoyez vos dents avec des dentifrices fluorés, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites directement une substitution de surface du OH par du fluor. C'est-à-dire que vous allez, dans ce cas, diminuer la solubilité de votre hydroxyapatite à milieu acide, qui est le milieu alimentaire. Et le fait de se laver les dents avec des dentifrices fluorés va directement empêcher la formation de caries. Vous voyez, des fois, connaître les minerais, connaître directement les compositions peut paraître assez intéressant. Alors ensuite, si on regarde dans ce cas les compositions ou les abondances, eh bien, elles sont relativement élevées, 2,3% sur la couche terrestre de magnésium et 4,15% de calcium. Et dans le corps humain, là aussi, vous avez directement de forts taux en calcium et en magnésium. Alors, si on regarde au niveau de la préparation de ces alcalinotéreux à l'état métallique, bien là, je vais traiter le magnésium et le calcium de façon identique. On a tout d'abord, une fois de plus, toujours pareil, un prédébit avec l'électrolyse de chlorure de magnésium ou MgC, chlorure de magnésium qu'on a indiqué ici, ou alors du CaCl2. On peut faire une réduction thermique de MgO, ou alors ici faire simplement réagir du MgC2 avec du potassium, et vous allez former le magnésium, et la même chose avec le calcium. D'où je dirais que c'est des méthodes relativement classiques pour préparer ces matériaux. Bien sûr, il faut faire tout cela dans des environnements contrôlés. Au niveau de la production, c'est des productions de 430 000 tonnes de magnésium et 185 000 tonnes de calcium, qui sont tous deux des métaux ductiles de couleur argentée. Et enfin, la réactivité, c'est là où il y a une différence. Vous voyez que dans le cas du magnésium, il peut réactiver à l'air, il ne réagit pas à l'eau, alors que dans le cas du calcium, c'est totalement différent. Et on retrouve ici, finalement, regardez, les potentiels dont je vous ai mentionné. Je vous ai mentionné au début du cours, dans lequel j'avais fait ma droite, vous avez mis les potentiels du magnésium et du calcium. Et enfin, la règle de la diagonale, elle s'applique, mais il ne faut pas, l'appliquer, à l'extrême, puisque vous voyez qu'en ce cas, contrairement au sodium, il y a pas mal de sels de calcium qui ont des solubilités totalement différentes. Et ça aussi, il faudra prendre en considération. Alors maintenant, quelques mots sur l'application de tous ces composés. On va utiliser le magnésium en raison de sa faible densité, dans l'aviation, comme vous pouvez voir ici, pour mélanger avec de l'aluminium ou du titane, qui sont beaucoup plus lourds, le titane notamment est plus lourd. Dans l'automobile, où dans une automobile, on a autour de 15 à 25 kg de magnésium par voiture. Et une autre application du magnésium, qui est très intéressante, qui relève de l'électrochimie, est le magnésium, l'utiliser pour son pouvoir réducteur et sa protection galvanique. Ça veut dire directement que si vous êtes dans un milieu aqueux, et un milieu aqueux, en plus alcalin, et bien dans ce cas, vous savez que le fer n'a pas résisté, vous allez avoir de la rouille. Et il va falloir protéger cela. Et toutes les canalisations qu'il y a souterrain, ou des canalisations, ou les bateaux, ainsi de suite, il va falloir cette protection. Et pour ce faire, vous voyez ici, je vous ai fait directement un simple diagramme, une simple échelle. Vous avez l'eau, vous avez le fer, avec un pouvoir réducteur de moins 0,44, et vous avez ici le magnésium, moins 2,37. Vous voyez le fort pouvoir réducteur de magnésium. Dans ce cas, la constance thermodynamique de réduction dans l'eau va être un grand nombre plus important que celui du fer. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir court-circuiter, la réduction, on va pouvoir court-circuiter l'oxydation du fer par le magnésium en formant finalement ce que j'appellerais une pile. Et on trouve cela, vous avez directement ici une protection, canalisation de fer. Et d'ailleurs, si vous allez dans la rue Saint-Jacques, vous allez voir cette borne, qui n'est rien d'autre finalement qu'une borne qui montre qu'on a dans ce cas une protection galvanique des canalisations dans le sous-sol, au-dessus du collège, et ainsi de suite. On va le trouver fortement dans les ballons d'eau. Vous allez avoir toujours directement une barre de magnésium pour avoir cette protection. Et bien sûr, là où c'est fortement utilisé, tous ceux qui ont des bateaux le savent, c'est lorsque vous avez des bateaux en mer,
eh bien, si vous regardez ici, vous avez toujours des plaques de magnésium qui sont collées à votre bateau. D'où, il y a des milliers de tonnes de magnésium qui sont utilisées pour cette anode sacrificielle. Ça veut dire que c'est connecté et on va tout simplement, plutôt que de, oxyder le fer, eh bien, on va oxyder le magnésium et on va bien sûr remplacer ces anodes en fonction du temps. D'autres applications du magnésium qui sont bien connues, et notamment en France, puisque c'est les applications pour des sels de Grignard, puisque ça a été bien sûr découvert par un Français, Vincent Grignard, comme indiqué ici, et cela aussi, on en reparlera lorsqu'on traitera le cas des accumulateurs au magnésium. Il y a également le magnésium qui joue un rôle essentiel pour la photosynthèse, notamment c'est le matériau à l'intérieur de la chlorophylle, un pigment qui va nous permettre de convertir l'énergie solaire en énergie chimique. Eh bien, tout cela est basé sur le magnésium. Quant au calcium, eh bien, lui, c'est un agent réducteur encore plus fort que le magnésium. On va pouvoir l'utiliser pour réduire, dans ce cas, l'uranium, URO2, zirconium et thorium, ZRO2, métal qui est très abondant dans le corps humain, une importance considérable dans le cas de la contraction musculaire et de la coagulation sanguine. Et enfin, les sels de calcium sont aussi très importants dans le cas, de préparation du fluor et pour la production de plâtre et de ciment. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur tout ce que sont les alcalins de terreux. Donc je vous ai fait un peu cette description des propriétés physico-chimiques, de la préparation de ces matériaux, ainsi que leur potentiel redox, et ainsi de suite. Et maintenant, eh bien, je voudrais directement passer à la dernière partie de cet exposé, dans laquelle je vais maintenant considérer ces alcalins et ces alcalins terreux dans le cas des applications et des batteries. C'est-à-dire que je voudrais voir maintenant comment on va pouvoir traiter ces matériaux et comment les utiliser. Alors bien sûr, je vous ai mentionné que le sodium, le potassium, le rubidium, le césium étaient beaucoup plus abondants que le lithium. D'où il va falloir regarder ce problème de recyclage et pourquoi, ce qu'on va faire. Alors, des généralités, eh bien, tout d'abord, quand on va parler de recyclage, eh bien, il va y avoir deux types de matériaux qu'on va recycler. Ce sont des matériaux qui sont potentiellement dangereux pour l'environnement, comme le plomb ou le cadmium, tous deux étant toxiques. Des éléments dont les réserves sont limitées, le lithium, ça nous donne l'opportunité finalement de pouvoir le réutiliser, et surtout des éléments dont les méthodes d'extraction sont relativement chères. Et on va voir le cobalt par exemple, où il est plus facile de le récupérer que de le miner. Mais tout ça, eh bien, lorsqu'on va parler du recyclage, il y a quand même une certaine complexité. Et ce recyclage n'est pas, spécifique dans le cas du stockage d'énergie, mais il est spécifique dans le cas de toutes les nouvelles énergies. Où, au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a une complexité de ces technologies et on utilise de plus en plus de matériaux. Vous avez, par exemple, ici, l'évolution des matériaux utilisés en fonction des technologies et en fonction des années. Vous voyez, en 1700, il n'y avait que 6 matériaux, 9, 21. Et aujourd'hui, eh bien, on utilise directement 50 matériaux, 50 métaux dans les technologies existantes. Et si vous pensez qu'à notre tableau périodique, il n'y a seulement que 90 métaux, on utilise directement 70 aujourd'hui, à l'état naturel. Ce qui fait que tout ça, il y a une complexité énorme au niveau du recyclage. Dans le cas des batteries, c'est un peu la même chose. Dans le cas des batteries, vous avez ici le pourcentage ou le contenu en lithium, le poids en lithium, qui est de 3,5% dans les batteries classiques aujourd'hui à LiCio2 carbone. Et si on regarde en fonction des années, on est parti sur des matériaux relativement simples et on arrive à des matériaux beaucoup plus compliqués qui contiennent directement 3 ou 4 métaux 3D. D'où par conséquent, il va y avoir cette complexité et comment faire pour recycler dans ce domaine. Et tout ça, eh bien, ça va entraîner une plus grande complexité dans les procédés de recyclage qui doivent être moins onéreux. Alors, comment on recycle aujourd'hui? On va voir deux cas, le cas du lithium ou dans le cas du carbonate du LiCO2. Alors, il va y avoir deux procédés qui vont être recyclés. Mais tout d'abord, lorsqu'on va vouloir recycler, eh bien, la question de se présenter est, doit-on recycler finalement les batteries ou est-il plus économique d'aller directement miner pour retrouver le lithium? Et pour cela, eh bien, je vais faire un simple calcul dans lequel vous avez ici, on a besoin d'une tonne de lithium. Eh bien, si vous voulez faire une tonne de lithium, il va vous falloir 250 tonnes de minerai ou 150 tonnes de saumure. Maintenant, si j'utilise directement les batteries, eh bien, il faudra tout simplement que je récupère 28 tonnes de batteries pour avoir une tonne de lithium. Et vous voyez qu'en ce cas,
il y a un avantage, finalement, au recyclage, c'est-à-dire à la collecte des batteries. Par conséquent, quelles sont ces méthodes de recyclage? Bien, ces méthodes de recyclage, on va avoir deux méthodes de recyclage, que sont la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Alors, la pyrométallurgie, comme vous pouvez voir ici, c'est une méthode dans laquelle on va avoir un pré-traitement mécanique des batteries qui vont être directement insérées au fourneau à de haute température, c'est-à-dire qu'on va les fondre, pour obtenir des alliages métalliques qui ensuite peuvent être raffinés, ainsi de suite. Et on aura, dans ce cas, les scories qui vont contenir la plupart des composés au lithium et le composé aluminium. Donc voilà directement un procédé, mais notez, c'est un procédé haute température. Ensuite, vous avez un procédé qui est l'hydrométallurgie, qui par contre est un procédé basse température, où dans ce cas, il va y avoir également un pré-traitement, et on va regarder ça en détail. Ensuite, on va utiliser finalement toute la chimie de solution, via différentes étapes de précipitation, d'échange, ainsi de suite, pour récupérer les différents sels. Okay. La différence essentielle, eh bien, c'est qu'une des voies a lieu à haute température et l'autre à basse température, et bien sûr, tout cela va influencer le coût énergétique. Alors, on va voir en premier, eh bien, un exemple dans le cas directement d'une méthode par hydrométallurgie. Alors, voilà comment ça se passe. Vous recevez les batteries, et dans ce cas, vous d'abord essayez d'avoir que les batteries soient à l'état déchargé. Il ne faut pas avoir des courts-circuits et des prises en feu. On va les démanteler. Ensuite, elles vont être concassées, broyées, pour avoir une séparation mécanique dans laquelle on va faire des trois fractions. La poudre métallique qui va nous intéresser, la fraction plastique et la fraction métallique qui va être finalement le boîtier, et ainsi de suite. Et c'est ensuite que va commencer toute cette chimie, je dirais, de dissolution, que je vais mentionner ici, où on va faire directement des étapes de lixiviation, où on va faire des attaques acides, avec ces différents acides que je mentionne. Ensuite, il y aura des étapes de flottation, de précipitation, d'extraction, voire également des étapes avec des échanges d'ions via des résines. Et à la fin, eh bien, on va obtenir des produits sous forme de sel, voire de lithium, comme indiqué ici. Donc voilà ces différentes étapes, et bien sûr, toute l'astuce va devenir ou va être dédiée au bon choix des acides ou des agents oxydants, voire même réducteurs, qu'on va devoir mettre pour faire cette étape de lixiviation. D'où, si on regarde ça au niveau réalité, vous montrant justement un exemple, je vais prendre l'exemple directement de LiCO2. Vous avez ici la réaction qu'on va mettre en jeu. Vous voyez qu'en ce cas, on prend lithium-CO2, on va mettre l'acide sulfurique et, dans ce cas, de l'oxygéné. Et l'oxygéné, dans ce cas, ne va pas être utilisé comme oxydant, mais plutôt comme réducteur pour passer du cobalt plus 3 en cobalt plus 2. Et on va obtenir, qu'on va pouvoir, des sulfates indiqués ici. Le sulfate de cobalt et le sulfate de lithium. Ici, vous avez directement différents bains de lixiviation avec des taux différents de H2S4 et d'eau oxygénée, les temps de traitement, le rapport, je dirais, solide-liquide, et enfin les efficacités de récupération. Et vous voyez qu'on peut directement ajuster l'efficacité de récupération du cobalt et du lithium en fonction des différents sels que vous mettez au départ. Alors une fois, et tout ça c'est pour donner, je dirais, la philosophie du procédé, une fois que vous avez directement ces différents liquides, on va faire différentes étapes d'extraction par solvant, par précipitation. Et par exemple, si je prends un exemple, si maintenant j'ai une électrode qui contenait du cobalt et du cuivre, je vais être obligé de séparer le cobalt et le cuivre. Bien, je vais pouvoir le séparer en utilisant cette molécule en fonction du pH, où je vais très bien séparer les sels de cobalt des sels de cuivre. Ensuite, pour récupérer le carbonate de lithium, bien, j'ai un sulfate, je vais faire une réaction de métathèse avec du sodium carbonate pour obtenir le carbonate de lithium. Donc voilà, si vous voulez, le jeu qu'on fait dans ces étapes d'hydrométallurgie, où c'est toute une chimie de solution qu'on doit remettre en route pour connaître réellement l'influence du pH, l'influence des oxydants, des réducteurs, pour arriver à séparer correctement les différents composés existants dans ces électrodes complexes. Et là, on peut, notez bien, on peut récupérer d'ailleurs le cobalt et le lithium. Par contre, maintenant, si on va au procédé, je dirais, de pyrométallurgie, où dans ce cas, eh bien, on va tout mettre dans les fours à haute température, dans les hauts fourneaux, avec des laitiers pour des aspects réducteurs, avec de la silice, du calcaire, et ainsi de suite, pour obtenir, dans ce cas, vous voyez, des scories, aluminium, lithium, qui dans ce cas ne sont pas gardés dans le procédé. On va directement s'en défaire
et ça peut être utilisé par la suite pour des matériaux de construction. Et ensuite, on va obtenir des alliages sur lesquels il va falloir faire, je dirais, du raffinage. Et là, on va repasser par solution. Et on peut faire ça dans le cas des composés NiOH2, LiCOH2 et tout. Et vous voyez que ce procédé nous permet d'obtenir, je dirais, des éléments, cobalt, nickel, fer. Par contre, il ne nous permet pas d'obtenir, je dirais, du lithium ou d'aluminium. Et on peut, ici vous avez le pourcentage de cobalt qui existe dans ces accumulateurs, et par ce procédé, eh bien, on a, je dirais, une efficacité relativement élevée. On ne récupère pas 18%, mais on est à des concentrations élevées. Mais, bien sûr, tout cela n'est valable ou a un coût énergétique, car on a des températures très élevées et demande des investissements élevés. Si maintenant je détaille un peu plus ce procédé dans un cas bien plus concret, qui est dans le cas de LiCO2, eh bien là vous avez directement comment on va pouvoir récupérer lithium CO2 et de faire une électrode supplémentaire. Et vous voyez ici, vous allez directement jeter tous ces accumulateurs, les démanteler, c'est même pas obligé, dans ce haut fourneau. Vous avez le laitier, constitué de CaO, de la silice plus de l'air, gaz naturel. Vous avez haute température, et là on a les scories qui vont inclure le lithium qu'on va récupérer pour faire des ciments, et là on sort avec des alliages. Et là on a des alliages qui contiennent du cobalt, du cuivre, du nickel, du fer. Sur ces alliages, ensuite on va maintenant faire une lixiviation pour obtenir le cuivre, pour obtenir le fer, voire directement pour transformer nickel en hydroxynickel. Et ensuite sur le reste, et bien sur celui qui est au cobalt, eh bien on va faire directement un traitement avec CoCl2, sous atmosphère oxydante, pour obtenir CO3O4, et ensuite on va injecter du carbonate de lithium pour finalement préparer LiCO2, qui va être utilisé de nouveau comme matériau d'électrode. Vous savez qu'en ce cas, eh bien, on a un procédé qui est plus économique que d'extraire le cobalt du minerai. Okay. Mais là aussi, il faut souligner que la pyrométallurgie est un procédé plus rapide, moins onéreux, mais moins éco-compatible que l'hydrométallurgie. Et de plus, moins adapté à la récupération du lithium. Donc voilà, si vous voulez, où on en est aujourd'hui au niveau de la récupération. Alors, quels sont les acteurs dans ce domaine? Mais au niveau français, il y a pas mal d'acteurs dans le domaine de la récupération et dans le traitement des piles. Vous avez ici en vert ceux qui s'occupent des piles au plomb, en bleu, je dirais, d'autres accumulateurs, et en violet, des piles quelconques. Et vous voyez qu'en ce cas, si on regarde finalement ce qui se passe au niveau du recyclage, eh bien le cas du plomb, je dirais, est un cas relativement simple. Puis pour la bonne et simple raison, c'est que tout d'abord, il y a un aspect économique, c'est-à-dire c'est rentable de recycler du plomb. De plus, c'est obligatoire, car c'est un élément toxique. Et, au contraire de ce que j'ai mentionné dans le cas du lithium, il n'y avait pas de diversification. Dans le plomb, vous avez 65% de plomb dans l'accumulateur. Tout ce qui fait en sorte que le recyclage, je dirais, du plomb est un procédé bien étudié et viable. Dans le cas du lithium, c'est totalement différent. Tout d'abord, il n'y a pas de normes, c'est pas obligatoire de recycler le lithium. Il n'y a même pas de normes, il n'y avait pas de normes du moins aux États-Unis en 2010. Et au jour d'aujourd'hui, on a recyclé seulement 10 à 15%. Le seul recyclage de lithium aujourd'hui qui ne met pas de lithium, c'est qu'on va recycler les piles à ion lithium, pas pour récupérer le lithium, mais pour récupérer le cobalt, car c'est économiquement moins cher. D'où la récupération, je dirais, eh bien ça dépend de deux grandes choses importantes, la valeur ajoutée économique, et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il manque de normes européennes pour recycler ce lithium. Aujourd'hui, à l'Europe, il faut recycler 60% du poids de la batterie, et comme le lithium est l'élément le plus léger, eh bien, il n'y a que 3,6% de lithium en poids dans la batterie. D'où automatiquement, personne recycle le lithium, car ce n'est pas obligatoire. Enfin, si je regarde maintenant le futur du recyclage, eh bien, pour que le recyclage soit viable, il faut directement de l'innovation pour finalement arriver à des coûts de production corrects. Et pour cela, eh bien, je dirais qu'il faut être innovant au niveau du recyclage. C'est-à-dire que les méthodes de pyrométallurgie, d'hydrométallurgie que j'ai mentionnées, sont des méthodes qui sont bien connues. Et il y a des recherches énormes aujourd'hui pour développer de nouvelles méthodes. Il y a des groupes américains qui ont une nouvelle méthode qui s'appelle recyclage direct, où dans ce cas, finalement, c'est une chimie basse température de solution par des réactions topotactiques qui leur permettent de garder la structure de l'électrode tout en changeant la composition. Mais là, il y a un procédé qui est en train de se mettre en route qui semble directement très intéressant. Ensuite, je dirais qu'il faut également avoir des procédés qui permettent, je dirais, le démantèlement plus rapide des éléments. Et pour cela, je dirais qu'il faudrait travailler de pair avec les fabricants de batteries,
pour faire en sorte de dessiner la batterie et voir comment on pourrait la récupérer et séparer rapidement les différents éléments. Et enfin, je dirais, il faut certainement plus d'efforts des gouvernements pour renforcer nos politiques de recyclage. Et toujours pareil, le quid, c'est qui paie pour le recyclage quand il est économiquement non viable. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous voulez récupérer un FePO4 lithium, eh bien, il n'y a aucune valeur ajoutée à ce matériau, d'où la question qui va payer pour faire cette collecte. Donc voilà, si vous voulez, les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre. Avec ce, mais écoutez, je voudrais conclure un peu ce cours en espérant vous avoir finalement sensibilisé sur l'abondance des éléments, des alcalins, des alcalins terreux. Pour demain, quelles sont nos espérances? Je dirais l'optimisme doit régner, parce que je vous ai mentionné que les réserves en lithium identifiées sont de 40 millions de tonnes. Et aujourd'hui, on est où on sera en 2025 à des consommations de 60 000 tonnes par an. Les recherches sont prometteuses sur de nouveaux procédés de recyclage, d'où par conséquent on pourra récupérer le lithium. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a également l'arrivée de technologies alternatives qui peut-être sont des niches aujourd'hui, mais qui pourront prendre des marchés, des parts de marché importants dans le futur, que ce soit les technologies au sodium, voire magnésium. Alors bien sûr, moi je vous ai fait ce panorama de l'abondance de ces alcalins que dans le cas, je dirais, le domaine des batteries, mais il faut aller dans un contexte beaucoup plus général, et je pense que c'est ce que va faire le conférencier suivant, où maintenant, il va montrer certainement une image, je ne sais pas du tout, peut-être moins optimiste, je ne sais pas, je vais voir, de ce que sera les métaux dans le futur, puisque si vous lisez directement son résumé d'abstract, la consommation de métaux a doublé depuis le début du siècle, et si la tendance se poursuit, nous devrons d'ici 2050 en produire plus que nous en avons produit depuis le début de l'humanité. Donc je ne veux pas directement aller plus loin là-dedans, vous allez entendre le prochain conférencier qui va vous dire directement un aperçu général sur finalement ces problèmes d'abondance de matériaux, et ainsi de suite. Et bien sûr, je vous remercie pour votre attention.